Donc on va passer à la suite. Donc je vous le disais, un temps consacré au témoignage, à de l'expérience vécue, c'est fondamental. Et je vais commencer par appeler Sandrine Greiner, que vous avez déjà vue, mais qui est maman d'Elisa, une élève en intégration dans l'enseignement ordinaire. Sandrine, je ne sais pas si vous préférez parler debout. Je vais enlever toutes mes petites affaires. Allez-y. Alors, ma fille Elisa... Oh, on est loin du micro, en fait. Ouais. Ma fille Elisa a 7 ans. Elle est actuellement scolarisée à l'école Single Lane à Woluwe-Saint-Lambert, en 3e maternelle, et elle commencera une première primaire l'an prochain. Elisa est porteuse d'une trisomie 21 ou syndrome de Down. Depuis toujours, on peut dire que Elisa est intégrée, d'abord dans la famille, puisqu'elle a 5 grands frères et sœurs, qui la stimulent chacun à sa manière. J'ai fait le choix de ne pas travailler, donc j'aurais pu la garder à la maison jusqu'à l'école, mais j'ai fait le choix de l'inscrire dans une halte garderie ordinaire pour qu'elle sociabilise avec d'autres enfants. J'avais juste pris la peine de montrer quelques gestes du langage sésame aux animatrices, parce que Elisa ne parlait pas encore. Très tôt, le service d'accompagnement Saphir nous a épaulés, guidés, soutenus dans toutes nos démarches. Puis Elisa a fait la classe d'accueil et la première maternelle dans l'école la plus proche. Malheureusement, en première maternelle, il ne se passait pas grand-chose et la maîtresse criait beaucoup, surtout les enfants. Elisa ne voulait plus aller à l'école, elle avait besoin d'une ambiance sereine et nous avons courageusement cherché une autre école. Nous voulions croire que le souci n'était pas chez Elisa. Elle a ensuite fait une 2e et une 3e maternelle à l'école Mater Dei. Je connaissais personnellement une institutrice, ce qui les a mis en confiance, et 2 maîtresses ont montré leur motivation pour tenter l'aventure. La direction au début avait beaucoup de doutes, craignant entre autres qu'Elisa soit violente. Elle avait aussi peur de devoir faire appel au décret intégration, car c'était lourd à gérer et qu'elle n'y connaissait rien. Mais quand j'ai parlé de Saphir, qui connaissait Elisa et allait l'accompagner et guider les maîtresses, que c'était gratuit, déjà organisé, cela semblait gérable. Je réalise à quel point il a été important d'être accompagné par un service comme cela. Nous avons donc intégré, Elisa a donc intégré Mater Dei en septembre 2012. Et le 2e jour, voilà qu'Elisa est invitée au premier anniversaire. Là, c'est moi qui ai dû faire un effort pour lâcher prise, faire confiance et oser l'intégration jusqu'au bout. On me tendait la perche et il fallait que je fasse confiance aux parents et à ma fille. J'ai dit oui et l'anniversaire s'est bien passé. Après quelques semaines, la directrice est venue me voir en me disant combien Elisa était adorable et obéissante, parfois bien plus facile à gérer que des enfants normaux très turbulents. Même si, c'est vrai, elle était lente. Son intégration sauvage, et ne rentrant donc pas dans les statistiques, a été en fait extraordinaire. Le seul soutien était le service d'accompagnement Saphir, une matinée par semaine. Cela a été précieux. Puis, elle a bénéficié en plus de l'orthopédagogue du service, une matinée par semaine pendant 1 an. L'objectif n'était pas de lui donner des cours particuliers en classe, mais de l'aider à s'intégrer avec les autres à travers des jeux stimulants et adaptés, en lien avec ce qui se faisait le reste de la semaine. Elisa faisait un temps plein à l'école, sauf le mardi après-midi, pour lui permettre de suivre ses séances de kiné et de logopédie. Elisa avait en effet 2 séances de logopédie par semaine, donc il y en a une qui était suivie à un moment où elle était moins fatiguée, début d'après-midi. Du fait que je ne travaille pas, j'étais présente tous les matins, tous les après-midi à l'école, pour déposer et reprendre, et échanger avec la maîtresse, pour s'accorder et réajuster le tir en permanence. La maîtresse savait aussi ce qui se passait à la maison pour mieux décoder notre trésor. Je pense que c'est cette collaboration étroite qui a permis de vivre une intégration réussie. J'ai beaucoup invité les copines de la classe à la maison et chacune a pris confiance peu à peu dans les réelles capacités d'Elisa. Acceptée de tous
dans une ambiance sereine, elle a fait des progrès incroyables. En fin d'année, la maîtresse témoignait combien sa présence avait rendu la classe soudée et solidaire. Les maîtresses de MaterDI ont vu les réelles capacités de notre fille, mais elles nous ont déconseillé de la laisser dans cette école-là pour les primaires. Le système... il faut que je change de page. Le système serait vite trop rigide et exigeant pour notre Elisa, qui était évidemment plus lente. Il fallait trouver une école qui accepte qu'elle puisse se concentrer moins longtemps que les autres et qui prenne la peine, après qu'elle ait pu se détendre un peu, de la remettre au travail. Par les services de Saphir, toujours eux, nous avons pu entrer en contact avec l'école Single Lane à Woluwe-Saint-Lambert. Nous savions qu'ils avaient déjà intégré l'ENA, qui était en 3e primaire. Et toute l'équipe éducative a accepté d'accueillir Elisa. Merci. Elisa vient donc de refaire une 3e maternelle à l'école Single Lane. La pédagogie y est tout autre, c'est pour cela qu'elle a repris une 3e maternelle. Dans cette pédagogie active, on part du concret, du vécu des enfants, avec les surprises apportées par les enfants pour leur faire découvrir plein de choses. Et la différence y est vraiment perçue comme une richesse. On y apprend pour le plaisir. Nous avions donc le projet de faire une intégration officielle, avec le décret intégration, depuis une école de type 2, une école de Wavre, puisqu'on était à Bruxelles, mais on nous avait dit que c'était difficile d'obtenir ça depuis les écoles de type 2 de Bruxelles. Je n'ai pas fait moi-même la démarche, donc voilà. Mais voilà qu'au moment d'essayer d'obtenir la fameuse attestation, la psychologue des cliniques Saint-Luc, qui connaissait Elisa depuis longtemps, a trouvé que non, pas du tout, elle relevait du type 8. Du coup, comme il n'y a pas de type 8 en maternelle, et que le grand tour, gentiment, s'était déjà engagé, ils ont suivi Elisa, mais sans faire appel officiellement au décret. Puisque, quand même, il fallait qu'Elisa ait quand même de l'aide en classe. Mais voilà, comme elle était répertoriée, classée type 8, on n'a pas pu faire une intégration officielle. Elisa vient donc de faire sa 5e année d'intégration sauvage. Elle n'est toujours pas reprise dans les statistiques. Comme aide cette année, elle a donc eu 2 heures par semaine par une accompagnatrice du Saphir, 3 heures par semaine depuis l'école de type 2, le Grand Tour. Et il faut savoir que c'est une école où la classe travaille régulièrement en demi-groupe, ce qui aide évidemment à être plus proche de chacun des élèves. Elisa a continué à rater tous les mardis après-midi pour ses rééducations, puisqu'en plus de l'école, Elisa a maintenant 2 heures de logopédie, enfin non pas 2 heures, 2 fois 2 séances de logopédie, une séance de kiné, elle fait de la danse en intégration, de la gym et de la piscine. J'ai la chance de rencontrer chacun des intervenants chaque semaine et je peux appuyer les idées de progrès à faire à la maison dans les jeux. Je ne suis pas à l'embêter tout le temps, mais à travers plein de jeux, on peut apprendre plein de choses. Elisa nage, elle roule à vélo. Pour moi, un enfant bien dans son corps est aussi un enfant bien dans sa tête. L'an prochain, Elisa intègre également un mouvement de jeunesse. Ce rythme implique une grande disponibilité des parents, mais porte des fruits. Elisa progresse et est épanouie. Je vois plusieurs intégrations autour de moi qui s'arrêtent, parce que les parents n'en peuvent plus de se battre, alors que dans le spécialisé, tout est fourni. C'est plus facile, mais les parents ont souvent très peu de contact avec ce qui se passe à l'école, rencontrent peu la maîtresse, la logopède, les autres intervenants, et l'enfant progresse moins. Elisa évolue aussi par mimétisme, en imitant les autres. Si son voisin dessine un château, elle va essayer de dessiner un château. Il sera moins beau, mais elle aura essayé. Et à la 100e fois, elle aura fait un beau château. Concrètement, maintenant, Elisa est magnifiquement intégrée dans sa classe. Toutes les copines et copains l'adorent et l'invitent. Et les autres parents aussi portent le projet et sont en confiance. Certains demandent même que leur enfant soit avec Elisa pour l'école primaire, parce que là, les classes vont être redistribuées. Au début, l'objectif était vraiment la sociabilisation. Elisa était à l'aise avec les autres enfants,
mais très fermée aux adultes. En classe, il a surtout fallu s'adapter au fait qu'Elisa soit plus lente et assez têtue. Donc, il faut être plus têtu qu'elle. La maîtresse a accepté qu'il lui faille du temps pour être à l'aise. En fin d'année, elle prend la parole à bon escient et participe à toutes les activités de la classe. Maintenant, on est passé dans les vrais apprentissages. Elisa écrit son prénom, elle écrit papa et maman de mémoire, et bravo à la dictée. En conclusion, il faut donc d'abord croire dans le projet, se dire que c'est son école et qu'on va trouver les solutions pour que tout se passe bien, comme pour un autre enfant. Il ne faut pas sauter sur la première occasion pour remettre l'intégration en question. Je pense que pour que cela marche, il faut beaucoup de cohérence et cela demande une énorme coordination entre tous les intervenants. François Berthaud en a parlé, que j'écris mon texte sans absolument avoir consulté François, donc c'est quand même intéressant. Par exemple, la maîtresse avait demandé qu'Elisa apprenne à se concentrer au moins 15 minutes sur son travail sans intervention extérieure, qu'elle travaille en autonomie. Et tout le monde s'y est mis, pas seulement la maîtresse à l'école, mais moi à la maison, je lui demandais de, par exemple, dessiner pendant un quart d'heure avec une petite minuterie pour essayer qu'elle se tienne à quelque chose. Ça s'est fait aussi chez la logopède, ça s'est fait chez la kiné, tout le monde y a contribué. Et en 2 semaines, on y était. Elle avait très bien compris. Quand on me demande de me concentrer, je dois continuer à faire la même chose. Voilà. La direction, M. Paco, est vraiment impliqué dans l'intégration et suit l'évolution de près. Il y a eu cette année 3 réunions avec donc l'école spécialisée Le Grand Tour et le Saphir, mais je n'ai jamais été conviée. On m'a cependant donné à chaque fois un retour de la réunion pour parler des progrès et m'annoncer les nouveaux objectifs pour que, de nouveau, il y ait cette cohérence. Et je pense qu'il n'y a pas de PIA. En tout cas, je ne le connais pas. Je dois dire que tous les intervenants posent d'abord un regard positif. Et ça, c'est précieux. Cela m'aide ensuite à accepter le négatif et les progrès encore à faire. Moi aussi, j'essaye de remercier chacun pour tout le mal qu'il se donne pour accompagner Elisa. Je pense que le succès de l'intégration dépend beaucoup des personnes qui la mettent en place et de leur motivation, de leur implication. Je rencontre régulièrement l'accompagnatrice de Saphir, qui vient aussi à la maison et découvre une autre Elisa, beaucoup plus à l'aise qu'à l'école. Elle construit du coup une relation de confiance dont Elisa a bien besoin pour progresser en classe. Malheureusement, je ne fais que croiser la personne de l'école spécialisée. Et puis, il y a eu l'intervention du PMS. J'ai eu un seul rendez-vous. Cela a été plus difficile. Elle ne pouvait pas croire qu'Elisa relevait du type 8 alors qu'elle était trisomique. Mais elle n'était jamais venue l'observer en classe. Vous comprenez, j'ai 1600 élèves, alors, ok, mais alors, faites-moi confiance. Elle a redemandé un bilan de QI qui avait déjà été fait donc, pour le remboursement mutuel. Et j'ai donc été voir une autre psychologue à sa demande. Et Elisa a de nouveau été orientée type 8. Mais elle ne voulait rien entendre. Je ne peux pas dire qu'il nous ait guidés ou soutenus. Elle m'a juste dit que c'était le parcours du combattant. Effectivement. Pour l'an prochain, j'ai donc cherché seule, mais sans jamais trouver, une école de type 8 pouvant mettre en place le décret. Certaines trouvaient qu'elles étaient trop loin, d'autres avaient trop de demandes. Une autre, plus proche, s'est intéressée. Elle ne pouvait proposer qu'une seule heure de soutien. Peut-être, ça dépendait de l'accord de la commune. Alors vous comprenez qu'arrivé au mois de mai, une seule heure de soutien pour une première primaire, ça faisait court. Donc après 1 an de combat, nous avons été obligés d'accepter de prendre une attestation de type 2, puisque l'école de type 2 voulait bien nous offrir 4 heures d'aide, et que pour une première primaire, c'était précieux. J'espère qu'il ne faudra pas quitter Single Lane, car je n'imagine pas Elisa dans une école de type 2 alors qu'elle va pouvoir lire et écrire, qu'elle aura toujours été intégrée. Un jour, il faudra refaire des bilans pour changer l'attestation, pour que, peut-être, en secondaire, elle aille vers du type 8, si un jour ça se met en place, ou le type 1, voilà.
Depuis 2 ans, Elisa bénéficiait du remboursement Logo parce que j'avais eu la chance, le test laitaire avait donné tout juste un QI de 87. Et donc, j'avais les remboursements. Mais l'an prochain, je n'ai plus ce remboursement puisqu'elle va être officiellement inscrite dans le spécialisé où elle ne mettra jamais les pieds. Dommage, parce que pour une première primaire, c'est important. Alors moi, j'ai de la chance, je vais pouvoir le lui offrir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui m'apaise, c'est de savoir que tout sera fait à Single Lane pour la mener le plus loin possible. Cela donne du confort et nous permet de travailler à l'essentiel. Ils viennent de s'engager à garder Elena jusqu'en 6e primaire. Et j'ai le secret espoir qu'Elisa puisse faire de même, si cela lui convient. Merci à ceux qui croient en ses capacités et qui sont prêts à s'adapter. Oui, c'est le parcours du combattant, mais vraiment, cela en vaut la peine. Merci beaucoup. Attendez, je retrouve mes notes, je suis perdue. Merci beaucoup Sandrine. J'appelle maintenant Anne-Marie Ramsdam. Voilà, qui est maman d'un enfant dans le spécialisé cette fois-ci et qui va nous retracer une expérience, je pense, moins heureuse. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je profite de l'occasion et je remercie François aussi, qui est un peu le moteur de tout ça, pour que je puisse parler de mon fils. Donc, je suis petite. Ça va mieux comme ça? On m'entend? Ok. Donc voilà, je remercie les personnes qui m'ont permis de pouvoir parler de mon fils. Bon, je vais commencer, voilà, c'était un beau petit bébé, facile, charmant, toujours souriant, très câlin. Tous les amis, rien qu'à le voir, ils me disaient « on va recommencer, on va pouponner ». Il était vraiment super. Puis bon, il fallait bien sûr le mettre à l'école, une école communale, pré-gardiennat. Bon, c'était un petit curieux, il n'avait peur de rien, turbulent, désobéissant. Et là, bon, l'instituteur, la puéricultrice, ils nous étaient toujours rassurants. Ils nous disaient toujours « ça va aller, vous verrez, il va grandir, il va changer, il n'y a pas de souci, il va évoluer, ne vous inquiétez pas ». Bon, il a continué son parcours de gardienne, toujours dans cette école-là. Il faisait toujours des bêtises, il était puni. Mon mari et moi, on ne s'est jamais opposés à ces punitions, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il avait fait des bêtises. Puis, ont commencé certains problèmes. C'est-à-dire, il y a une surveillante non qualifiée. C'était une article 60 qui était normalement engagée pour le nettoyage. Elle faisait la surveillance du temps de midi. Mon fils a fait une grosse bêtise, si on peut appeler ça une grosse bêtise. Il a versé du jus d'orange dans le potage des copains. C'est une grosse bêtise. Et cette dame, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est de lui hurler dessus, de l'insulter avec tous des noms d'oiseaux, et elle l'a enfermé. La situation s'est représentée plusieurs fois, pour d'autres raisons, des futilités. Et depuis, notre fils, il ne supporte plus une porte fermée. À partir de la 3e gardienne, l'institutrice nous convoquait de plus en plus, en nous disant qu'il était ingérable en classe, parce qu'il bougeait, il émettait toutes sortes de sons, qu'il était une menace pour les autres, qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance, qu'il fallait toujours le surveiller à la récréation. Nous avons été convoqués par la directrice, l'institutrice et le PMS pour discuter du cas. Je dis bien le cas, parce que c'est ce que nous avons entendu. Lorsque nous avons abordé le sujet de l'enfermement, excusez-moi s'il y a des personnes du PMS, le PMS nous a répondu qu'il ne pouvait aller contre l'autorité de la direction. Je leur ai demandé s'ils étaient pour le bien-être et l'intégration de l'enfant à l'école. J'attends toujours la réponse. Durant ce temps, j'ai perdu ma mère. Puis il y a eu les parents de mon mari, tous deux atteints de cancer. Ils nous ont quittés en 4 mois de temps. Il fallait gérer les émotions, il fallait gérer le deuil, il fallait gérer tout ce qui se passait à l'école. On avait averti la directrice, l'institutrice, le PMS. Et la directrice m'a dit, excusez-moi l'expression, mais en pleine figure,
Vous croyez qu'il n'y a que vous qui a des problèmes? J'en ai aussi, j'en fais pas toute une histoire. Nous, tout ce qu'on espérait à ce moment-là, c'était simplement un tout petit peu de compréhension. Et se dire, ben oui, l'enfant passe par des difficultés, il y a des deuils, il voit ses grands-parents partir. Mais bon. On a été confrontés aussi aux parents qui ont traité notre fils de cinglé, débile mental, le fou, caractériel, handicapé mental, le méchant. Et ça se faisait aussi devant leurs enfants, dans les cours, dans les couloirs. Et on avait le regard complice de l'institutrice. Je vais vous dire aussi que notre fils n'a plus été scolarisé à partir de début mai cette année-là, parce que c'était insupportable pour lui. Et pour nous aussi. Donc il a été mis sous certificat médical, il n'a pas terminé sa classe maternelle. La seule identité que mon fils s'attribuait, c'était « je suis méchant ». Lorsqu'un adulte lui demandait « mais comment tu t'appelles ?» Méchant. C'était devenu naturel chez lui. Excusez-moi. Un soir, au moment du coucher, il s'est mis à pleurer. Et il me disait, en se griffant les yeux, en faisant comme s'il voulait les arracher, « Maman, je dois enlever mes yeux parce que j'ai des yeux de méchant. Si je les tire, je ne serai plus un méchant. » Nous avons dans nos cercles d'amis un neuropédiatre et nous avons parlé de notre fils. Il a dit, viens, je vais l'observer, je vais un peu voir comment il évolue, comment il agit. Il nous a dit, on va d'abord faire une investigation sur tout ce qui est fonctionnel. Il a demandé un rapport de l'institutrice. Il a ouvert la lettre. Et nous, quand il l'a lu, il nous l'a donné aussi. On a eu un bon choc. Parce que l'institutrice le décrivait comme un psychopathe, un futur assassin en puissance. Il y a une des phrases qu'elle avait mises dans ce rapport, « Il n'éprouve pas de sentiments lorsqu'il fait mal à un autre enfant, même dans ses yeux. » Donc nous avons procédé à un IRM. Il a fallu le faire sous anesthésie. Et je dois dire que pour moi, voir mon enfant se faire anesthésier, c'est comme si je voyais mon enfant mourir. Je ne sais pas si certains ont déjà participé à l'anesthésie d'un de leurs enfants. C'est impressionnant. Je voyais dans ses yeux, il me disait « Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ne savait plus parler puisqu'il avait le masque. Et intérieurement, pendant que je faisais la maman forte qui veut le rassurer, eh bien, je peux vous dire qu'intérieurement, je maudissais tous ces adultes qui lui en voulaient, qui lui faisaient du mal à certains moments. Alors cet IRM n'a rien montré. Il n'y a pas de déficience fonctionnelle. Ensuite, nous avons continué dans le fondamental, mais nous l'avons changé. Nous l'avons mis toujours dans le communal, la même entité, mais c'était une autre commune de l'entité. La classe était plus petite, on s'était dit ce sera plus sympa, il n'y a que 14 enfants. La catastrophe. Ça a été un enfant de fond de classe, si on peut dire comme ça. Il n'avait jamais été sollicité pour participer en classe. Il n'a jamais été installé ni devant, ni avec un autre enfant à ses côtés. Bon, il avait un bulletin qui 32, 34%, pas plus. Et là aussi, on a dû supporter le regard des parents, le dédain. L'institutrice qui était dépassée par ce cas. On a eu des plaintes des parents qui allaient se plaindre à la directrice, qui menaçaient de retirer leur enfant si le fou était dans la classe l'année prochaine. Et ces parents qui ont inculqué à leur enfant de s'éloigner de lui, de ne pas jouer avec lui. J'ai cru un moment que mon fils était lépreux ou bien pestiféré. Et ce que ces parents ont inculqué à leurs enfants, encore aujourd'hui, ça se répète. Lorsque je suis dans la rue avec mon fils, j'ai ces enfants qui disent « t'as vu, c'est le fou ». Ça fait mal. Ce journal de classe était rempli de notes rouges. Il a fait ça, il a encore fait ça, je ne le supporte plus. Il serait temps de trouver une solution. Et la plus terrible, pour lui, pour nous, c'est celle où l'institutrice nous annonçait une journée d'excursion et qu'elle ne prendrait en aucun cas le risque d'intégrer notre fils à cette activité, étant donné son degré de dangerosité envers les autres. Sacrée déception pour lui, quel chagrin, et nous, quelle révolte.
De nouveau, rencontre avec la directrice, le PMS, qui nous propose de l'évaluer psychologiquement. Ça a été fait très vite. Les résultats m'ont été annoncés. Mais alors, entre deux portes. Votre fils est type 3. Vous devez lui trouver une autre école. Ça veut dire quoi, type 3? Qu'est-ce que je fais avec ça? Pas d'explication. Au revoir, madame, bonne journée. Oui, mais je fais quoi? Je fais quoi avec type 3? Je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Merci Internet. On disait tout à l'heure, c'est un des outils. Grâce à ça, je sais ce que ça veut dire. En guise de cadeau de fin d'année, j'ai remis à son institutrice le fascicule « Enseigner aux enfants avec troubles d'apprentissage ». C'est une publication de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour reprendre un peu la citation d'Albert Einstein, c'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. J'ai écrit une lettre ouverte destinée aux parents, les rassurant qu'ils ne seraient plus dans l'école l'année suivante. Mon fils, notre fils. Et j'y ai aussi inclus la définition du mot « discrimination ». Mon mari avait beaucoup de difficultés à accepter que notre fils n'était pas comme les autres enfants. Il lui a fallu beaucoup de temps pour l'admettre. Mais pour lui, il a toujours dit « Non, mon fils, ce n'est pas un fou. Ce n'est pas un fou. » J'ai dû chercher par mes propres moyens une école pour lui. Et je dois dire, franchement, c'est une école adaptée. Il s'y sent bien. Et voir son fils qui court le matin et qui traîne l'après-midi pour la quitter, ça fait plaisir. Il râle aussi parce que maintenant, on est fin juin et il n'y aura plus d'école. Il a des bulletins qui ont une moyenne de 85%. Et cette année, vu ce niveau pédagogique, et il a une ouverture sur tout, il est curieux de tout, il veut apprendre plein de choses, l'institutrice a proposé de justement faire une intégration dans l'ordinaire. Et là, pour lui, ça a été terrible. Les frayeurs sont revenus. Il ne l'a pas bien exprimé, il a fait beaucoup de bêtises. Il nous a désobéi, il a manqué de respect. Et là, il a fini par craquer. Il m'a dit « Non, maman, ça va recommencer, maman. Ils vont encore me laisser tout seul, m'enfermer et dire que je suis méchant. Je ne veux plus y aller. Je ne veux plus jamais aller dans une autre école. » Donc, impossible pour lui, émotionnellement, de réintégrer l'enseignement fondamental. Il va terminer ses primaires dans l'enseignement adapté. Alors, je voudrais simplement vous dire qu'un enfant hyperactif, donc le type 3, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un débile, ce n'est pas un fou, ce n'est pas un méchant non plus. C'est avant tout un enfant qui a juste des difficultés à rester calme et à se concentrer. Et je vous laisse cette situation que j'ai trouvée aussi sur Internet, c'est extraite du site Collège Sainte-Marie à Moucron. Chaque enfant est unique. Les enfants sont comme les papillons dans le vent. Certains peuvent voler plus haut que d'autres, mais chacun d'entre eux vole à sa façon. Pourquoi donc les comparer? Chacun d'entre eux est différent. Chacun d'entre eux est unique. Chacun d'entre eux est beau et incomparable. Et mon petit papillon à moi, il s'appelle Ruben. Merci.